Bonsoir. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver en présence, même si on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas venir pour diverses raisons. On a donc décidé de maintenir le principe de la retransmission, si vous voulez. Bon, c'est assez compliqué à l'école. Il y a une sorte de bureaucratie électronique. J'ai eu du mal à comprendre. Et puis en plus, il fallait que je choisisse qui sera en distanciel, qui sera en présentiel. C'est pas à moi de décider ça. Vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, on essaye de mettre au point quelque chose qui va commencer demain, sans doute. Mais je pense que dès la prochaine fois, le prochain séminaire qui aura lieu le 29 novembre, ça sera à la fois retransmis directement et consultable, je ne sais pas, consultable tout le temps, sur un site qui s'appelle, attention, www.youtube.com /user CRAL EHESS CRAL tout attaché. J'espère que ça va marcher, je pense. Voilà. Ça va ? Vous voulez que je répète ? Pardon ? Répétez. youtube.com/user/CRAL-EHESS-CNRS. Voilà. Alors, ça va ? Je peux commencer ? Je pense que dans les 3 années qui viennent, on va explorer un nouveau territoire. 3 années, c'est très peu pour ce territoire-là, mais je me dis que ça va probablement durer 3 ou peut-être 4 années. Ce territoire, je l'appelle les faits d'affect, au pluriel, comme vous voyez. Je vais, comme d'habitude, marcher sur deux rythmes différents. Le principe va être double ou peut-être dialectique. Je pense que ce sera plus sensible encore pour vous cette année. C'est-à-dire que d'un côté, je vais quand même essayer de ne pas lâcher sur la rigueur, sur la lecture, sur l'interprétation, sur la construction théorique et donc sur la prise de position. Il y aura des prises de position. Mais d'un autre côté, plus je vieillis, plus je me donne toute liberté. Je m'en fiche. Voilà. Dans l'imagination. Liberté dans l'orientation, liberté dans les objets, liberté dans le parcours, le choix. Il y a tellement d'objets, il y a tellement de faits d'affect que voilà. Je vais donc apparemment extravaguer et puis j'espère que vous arriverez à trouver là-dedans quelque chose comme une obstination théorique, disons, ou philosophique. Donc vous allez pouvoir me voir arriver avec des objets d'étude extrêmement hétérogènes, quelquefois traités très longuement, quelquefois traités très brièvement, comme des cristaux, si vous voulez, chacun 1001 cristaux où chacun va faire resplendir, si je peux dire, cette question des affects
des émotions, des sentiments, des commotions. Pourquoi est-ce que je dis fait d'affect ? D'abord parce que c'est joli, je trouve, fait d'affect. Et parce que nous sommes faits d'affect. Les affects, ce ne sont pas de simples effets. Les affects ne se réduisent pas à l'expression passagère de certains états d'âme intérieure qui surgiraient à la surface de notre peau, de nos paupières, de nos muscles zygomatiques, et même en faisant remous dans notre corps tout entier, avant que nous puissions passer à autre chose ou après, il y a un affect et puis après on va passer aux choses sérieuses. Non, c'est pas du tout comme ça. Les affects, non seulement nous sommes faits d'affects, mais les affects sont des faits. F-A-I-T-S, à part entière. Les affects nous font, tels que nous sommes, lorsque nous nous confrontons à autrui, au monde, lorsque nous apparaissons à nos semblables pour leur exprimer quelque chose. Et quand je dis exprimer, bien sûr, on va réfléchir sur ce mot, sans doute, mais vous l'entendez directement au sens radical du verbe, au sens spinoziste du verbe, au sens deleuzien du verbe, exprimer. Les affects sont des faits au sens où ils ne sont pas ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire de pures choses passives, de pures choses réactives, par exemple. Les affects nous font, comme je viens de dire, mais les affects font. Ils font quelque chose. Ils créent une configuration nouvelle qui se trouve à l'interface de notre psyché, de notre corps, du monde, enfin, je ne sais pas. Et ils donnent jour à de nouvelles significations. Donc, ils improvisent et ils configurent une relation inédite à autrui. Donc, non seulement ils nous font, mais ils fondent. Ils fondent cette relation à travers une temporalité qui est décisive pour notre histoire, subjective ou collective, et qui est en même temps, très souvent, imprévue. Les affects nous soulèvent des habitudes que nous avions prises de nous-mêmes. Ils suscitent des remous sans crier gare, mais il faut bien savoir que ces remous laissent des traces pour très longtemps. Qu'est-ce que ça va être notre vocabulaire ? Nos catégories ? Est-ce que je vais dire affect ? Est-ce que je vais dire émotion ? Est-ce que je vais dire sentiment ? Est-ce que je vais dire... etc. Je propose pour commencer une attitude d'ouverture. Je propose de laisser les mots s'étendre. On va laisser les mots s'étendre. C'est très dangereux de s'imaginer qu'un mot serait replié sur l'étendue provisoire, limitée, définie par son usage, par tel sujet. Non, il y a toujours un nouveau sujet, un nouveau contexte. Et donc les mots, ils prennent à chaque fois des nouveaux sens. En amont de n'importe quel mot, il y a son étymologie, il y a son histoire. Il y a ses bifurcations, il y a ses abus et ses comme on dit en français, les us et abus d'un mot. Il y a dans un mot les compromissions, il y a les faux amis, il y a tout au contraire les courages politiques, il y a les audaces poétiques dans n'importe quel mot. Tout dépend où on le met, dans quelle phrase, dans quel rythme on le phrase. En amont d'un mot, il y a tout ça, et en aval, il y a ce que je pourrais faire. Alors pourrait, il faut l'écrire à la fois au futur et au conditionnel. Qu'est-ce que je pourrais faire de tout ça pour un désir nouveau ? Qu'est-ce que je pourrais réinventer avec ce mot pour en fait recommencer de le comprendre et de l'adresser à autrui ?
si on repart de l'éthique de Spinoza, ce qui est un grand livre sur cette question, Spinoza se consacre au mot affectus. Mais ça nomme beaucoup de choses, notamment ce que aujourd'hui on nommerait spontanément par le terme d'émotion. Ce mot a même été traduit par sentiment par certains traducteurs. Le mot affectus procédait d'une rigueur que Spinoza a immortalisée sous une espèce, comme vous le savez, très géométrique, un more geometrico, dans son traitement des affects dans l'éthique. Dans sa définition générale de affectus, il dit que c'est aussi ce qu'on appelle une passion. Une passion de l'âme. Affectus qui animi patema dicitur, qui est évidemment une référence aux passions de l'âme de Descartes, évidemment. Surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'a jamais laissé ce mot tout seul. Un mot n'est jamais tout seul de toute façon. Et lui, c'est clair qu'il l'entoure d'autres concepts fondamentaux qui permettaient de l'appréhender plus rigoureusement. Par exemple, ce fameux désir conatus, donné par Spinoza comme l'essence même de l'homme, et comme un mouvement alternatif de affectio et actio, que l'on pourrait traduire par passion et action, mais c'est affectus. Être affecté, c'est que quelque chose d'autre a un effet sur vous, vous affecte, vous touche et vous transforme. C'est ça, être affecté. Il y a le mot désir, et puis il y a le mot, très important chez Spinoza, le mot imagination, qui innerve totalement la troisième partie de l'éthique, consacrée à l'origine et à la nature des affects. Je ne veux pas entrer dans l'analyse, je veux juste vous indiquer qu'on va décider, bien ou mal, je ne sais pas, mais on va commencer par ne pas définir. On va commencer par laisser donc les mots migrer, les mots s'étendre. J'aime bien cette idée que les mots vont dans l'étendue, qu'on ne va pas choisir un vocabulaire une fois pour toutes, qu'on ne va pas enclore ou définir trop vite, parce qu'une définition préalable qui donne toute l'apparence d'un axiome, mais c'est une apparence souvent rhétorique, sert le plus souvent, pas toujours j'espère, mais souvent, à établir l'hégémonie d'un mot aux dépens des autres, c'est-à-dire pour en exclure d'autres. Donc je préfère commencer par infinir ce dont nous allons parler plutôt que de le définir. Donc, quelquefois je parlerai d'affect, et quelquefois je parlerai de passion, quelquefois je parlerai de pathos, quelquefois je parlerai d'émotion, etc. Il y a un livre qui se déclare spinozien, c'est le livre de Frédéric Lordon, La Société des affects. C'est un livre important. Mais je trouve, dès le départ, que Frédéric Lordon se simplifie la vie en excluant, par exemple, le mot émotion. Il dit, je vais vous parler des affects, c'est très très important. Mais alors les émotions, non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il exclut le vocabulaire de l'émotion ? Il répond, parce qu'elles sont spontanément pensées comme l'intimité d'un sujet. Je ferme les guillemets là. Et dans la mesure où, selon lui, la conceptualisation spinoziste dont il s'inspire aboutirait à une théorie, je le cite à nouveau, radicalement anti-subjectiviste des affects. Donc, pour le dire très rapidement, et si je me tiens compte du sous-titre de son livre, affect c'est structural et émotion c'est subjectiviste. Donc, ça le justifie à éjecter le mot émotion. Je trouve que, bien sûr, ça appauvrit le mot émotion, mais ça appauvrit déjà ce qu'il veut entendre lui par sujet ou subjectivité. Il a oublié qu'un bon lecteur de Spinoza, qui s'appelait Freud,
à repenser radicalement ce que sujet ou subjectivité voulait dire. Et on verra sur peut-être, je ne sais pas à quel moment, mais on verra à un certain moment que le rapport de Freud au mot affect, bien sûr, qui est un concept freudien aussi, mais aussi émotion, est d'un enjeu capital, je pense, pour la théorie freudienne. Les mots s'étendent et les mots, si vous voulez, se laissent tendre. On va essayer de les tendre, les mots. Et on va le faire de façon, si possible, heuristique. Et le fait de passer d'un objet à l'autre, très très varié, va nous aider à éviter le piège de l'axiome préalable. Affect, quand on dit affect, on sent bien que quelque chose nous touche et nous modifie. Si vous dites émotion ou émoi, vous sentez bien qu'il y a d'abord l'idée des mouvements, une sorte de mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes. C'est très intéressant aussi. Le mot passion, ça suggère qu'une force nous met à l'épreuve, nous fait endurer, nous altère. Le mot sentiment, qu'on emploie souvent en mauvaise part, il va vers le mot sensible, une appréhension sensible qui serait à la fois sensitive ou sensuelle du monde. Il y a le mot trouble aussi, par exemple, qui insiste sur notre incapacité à maîtriser quelque chose qui surgit comme un désordre, un conflit, un soulèvement intérieur, etc., etc., etc. Donc à chaque fois, je vais procéder avec cette liberté et selon... Alors quelquefois ça sera selon la nécessité d'un enchaînement de ce que j'aurais dit précédemment, sans doute. Quelquefois je pense que ça sera selon l'humeur aussi. Ou... voilà. C'est tellement vaste que je n'ai que j'ai le choix. Et de tout ce que je vais vous dire, il y a une grande partie, je dois vous dire, qui a été déjà élaborée, notamment pendant la période du confinement. Voilà. Et j'ai vu surgir 4 grands paradigmes. Je ne vais pas les traiter les uns après les autres, pas du tout. Mais je vous les donne comme ça. Et je vous donne, par exemple, sur le premier, les mots, et peut-être un petit début de geste, ce qui pourrait vous arriver, ce que je pourrais vous raconter. Je pourrais donc vous parler de l'éthique de Spinoza, des commentaires de Deleuze, de savoir qu'est-ce que c'est chez Nietzsche ou chez Deleuze, cette magnifique idée qu'est la puissance d'être affecté. Mais je pourrais vous parler aussi des 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Parce que dans ce merveilleux texte, la notion d'ouvroir, ouvroir de littérature potentielle, va nous mener sur la piste d'un substantif qui serait un émouvoir. Émouvoir, c'est le verbe, bien sûr, mais on pourrait l'employer comme un substantif, un émouvoir d'affect potentiel. Et puis vous verrez que je vais faire un sort très très important au mot commovoir. D'abord en espagnol, on dit souvent conmovido, ému. C'est beaucoup plus beau presque que émouvoir. Enfin, c'est pas beaucoup plus beau, ça, il y a un autre sens. C'est
ému avec. Le début du Romancero Gitano de García Lorca, ça raconte la situation d'un petit garçon gitan qui est dans la forge de son père et qui regarde la lune. Mira, mira. Il ne dit pas qu'il la regarde, il dit qu'il la regarde. Mira, mira. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, il y a ce vers poétique admirable, c'est « En el aire conmovido », dans l'air commu, ému. Vous ne savez pas très bien si c'est le petit garçon qui est ému dans l'air, ou si c'est l'air lui-même qui est ému par le regard de ce petit garçon. Il s'agira beaucoup de ça. Il s'agira des lamentations grecques, juives, et comme je viens de l'indiquer à l'instant, de peut-être des coplas de la poésie populaire andalouse. Il s'agira de l'Iliade d'Homère, parce que le premier mot de la première œuvre littéraire européenne, occidentale, le premier mot de l'Iliade, c'est le mot colère. C'est un mot de l'affect. Pourquoi est-ce qu'il fallait commencer par la colère d'Achille et aussi par ses désespoirs, bien sûr. Et il se trouve que je vous parlerai peut-être du Zibaldone et de Giacomo Leopardi et du privilège de la souffrance selon Hegel. Et puis je vous parlerai peut-être de l'affectivité de la langue chez Jean-Jacques Rousseau, de son rejet par Lévi-Strauss, de sa remise en jeu par Derrida. Il va falloir que je vous parle de la composante raciste des sémiologies de l'affectivité, notamment à partir de Darwin au XIXe siècle. Il faudra peut-être que je vous parle de l'aporie qui est contenue dans la simple expression « déclarer sa passion ». Je vais déclarer ma passion. Quel rapport entre déclarer et passion? Je vous parlerai à un moment donné, certainement je vais le faire, ça c'est très facile, d'un auteur que personne ne lit, mais moi non plus d'ailleurs. C'est Saint-Simon. Vous savez, Saint-Simon, c'est un grand auteur français du XVIIe siècle qui raconte à l'infini des histoires de la cour de Louis XIV et des généraux, des militaires, des ecclésiastiques et tout ça. Donc, a priori, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais les mémoires de Saint-Simon, c'est un sommet de la littérature française et il faut savoir que Marcel Proust, il a beaucoup lu ça avant de commencer. Pourquoi? Parce que Saint-Simon est un maître absolu dans la description des affects des autres. Il observe les autres de façon extraordinaire. Et donc c'est une œuvre gigantesque, hein, elle fait je ne sais pas combien de volumes de la Pléiade, enfin c'est énorme. Mais comme on le voyait dans une exposition de la Bibliothèque nationale de France il y a quelques années, qui s'intitulait « Manuscrits de l'extrême », il y a un feuillet de ce journal de Saint-Simon, de ces mémoires de Saint-Simon, le feuillet numéro 1153. Il écrit un récit, puis ça s'interrompt, et puis il y a une ligne constituée de petites choses informes, des petits signes bizarres, comme ça, qui se finissent par une croix. Et en fait, c'est une ligne de larmes. Il n'a pas pu dire son émotion. Là, lui qui est tellement maître pour décrire les émotions des autres, la sienne, là, il ne peut pas la décrire. Sa femme vient de mourir, il fait une ligne de larmes. Et il arrête d'écrire pendant 6 mois, après quoi il reprend son récit. Absolument, comme si de rien n'était. Et voilà, on va s'interroger sur cette ligne de larmes et sur qu'est-ce que ça fait dans la façon dont Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, a réussi, lui, à faire lever une écriture des émotions depuis ce silence des affects. On va rencontrer l'idée nietzschéenne selon laquelle nous sommes tous des volcans en attente d'éruption. On va rencontrer le paradigme du brouillard,
dans la description des affects. Chez Homère, on trouve ça, et on trouve ça jusqu'à Henri Michaud. On pourra peut-être faire une petite incursion, mais j'en avais beaucoup parlé déjà, dans l'écriture émotionnelle de Roland Barthes. Sa façon de se replier sur soi, de considérer les moi comme moi, et donc de ne pas considérer la commotion. On va certainement interroger la tentation séculaire d'alphabétiser les émotions ou les passions, comme on disait. C'est Descartes, c'est Charles Lebrun, c'est Duchesne de Boulogne en photographie, c'est Charcot avec l'hystérie. Et le mouvement inverse, le mouvement de la contestation poétique de toute alphabétisation des émotions, des passions, notamment chez un auteur merveilleux, espagnol, José Bergamin, qui revendiquait l'analphabétisme de la poésie. On va s'interroger sur la question de l'expression chez Husserl, Merleau-Ponty, etc., etc. Qui vont nous mener sur Husserl emploie souvent le mot intention. C'est un mot qui m'a souvent rebuté, aussi parce qu'il n'a pas l'air du tout freudien. En réalité, le mot intention chez Husserl est extrêmement intéressant. Il suppose aussi la tension. Et finalement, il y a la problématique de l'intensité qui se pose, qui est fondamentale dans la question des affects. Chez Nietzsche, chez Warburg, chez Deleuze. On va interroger le discours phénoménologique et psychiatrique, psychanalytique, Pierre Janet, Georges Dumas, Clérambault, Minkowski, Binswanger, Maldinet, Lacan. Mais des objets très variés. Par exemple, j'ai travaillé sur Clarice Lispector, très grande écrivain. Elle disait, qu'elle était écrivain, elle ne disait pas qu'elle était écrivaine. Mais je ne vous en parlerai pas parce que ça vient de paraître dans la revue Critique. C'est l'idée qu'il y a une verticale des émotions chez elle, etc. Toutes ces questions liées d'une façon ou d'une autre, quelque part. Je m'arrête là parce que ça pourrait durer longtemps, cette liste sans queue ni tête. Je suivrai quand même un fil qui est le fil de la survivance. Vous savez que ça m'intéresse. La survivance, elle remonte jusqu'au bout des doigts. La survivance, elle va jusqu'au bout de vos doigts. Et elle vous fait vous soulever. Ça, c'est un photogramme de la grève d'Eisenstein. Quand vous êtes affecté, vous êtes touché. Vous êtes touché par vous ne savez pas quoi, une main invisible. Vous êtes touché, vous frissonnez, peut-être vous sursautez, peut-être vous vous mettez à crier, et voilà que l'émotion vous met hors de vous. Si je sors de moi, littéralement, ça veut dire j'existe. En sortant de moi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas sortir dans l'indéfini. Je vais toucher en retour. Je suis touché, je touche en retour. Je vais déployer mon corps, mes gestes. Je vais chercher à atteindre autrui par cette expression qui, de moi, s'exprime. Dire même quelqu'un qui est tout seul, qui se jette sur son lit pour pleurer, il pleure pour quelqu'un, il s'adresse à quelqu'un. C'est mon hypothèse. Ça passe par l'être tout entier. La pensée est tendue vers l'autre. La parole, le regard attend de l'autre un visage tendu en avant. Et ça se passe aussi avec les mains déjà. Bien sûr, ça se passe avec le visage fondamentalement, mais je vais parler des mains.
avec cette idée que la survivance remonte jusqu'au bout des doigts dans certaines émotions. Là, dans le cas d'Eisenstein, l'émotion est soulevée à bout de bras, jusque dans la revendication politique. C'est-à-dire qu'avec mes mains, je commence d'essayer de transformer autrui, je commence d'essayer de transformer l'espace autour de moi et le temps lui-même et l'histoire politique, par exemple. Je ne reviens pas sur les soulèvements, ça fait des années que je vous en parle, je m'y prends autrement. Je vais m'y prendre avec Toto. On dit que les Napolitains parlent beaucoup avec leurs mains. Les Napolitains, ce ne sont pas des sourds-muets. Enfin, je veux dire, en général, quand ils s'expriment avec leurs mains, c'est pas parce qu'ils restent en silence. Ils parlent beaucoup, mais ils parlent avec leurs mains. Il y a quelque chose qui remonte au bout de leurs doigts, qui vient accentuer leurs paroles, qui ajoute quelque chose à leurs paroles, qui rythme leurs paroles, et donc les messages qu'ils transmettent à autrui, et qu'ils intensifient quelque chose. Et dans cette intensification, on a déjà le problème de l'intensification. Intensifier ce qu'on dit par des sens connexes, des affects associés, et peut-être aussi par des temps survivants. Je vous rappelle, je crois que je l'avais déjà raconté une fois, mais je ne m'en souviens pas. En tout cas, je l'ai écrit quelque part. Je vous rappelle que cette histoire des gestes napolitains, ça a complètement bouleversé Ludwig Wittgenstein. Il a modifié les bases mêmes de sa philosophie devant cette évidence. En 1945, Wittgenstein a admis que ses propres idées sur le langage et la grammaire avaient été mises sans dessus-dessous par une discussion avec son ami exilé Piero Sraffa, S-R-A-2-F-A. Piero Sraffa, c'était un grand économiste de gauche. C'est à lui qu'on doit la sauvegarde et la publication des cahiers de Gramsci. Et il était exilé en Grande-Bretagne, et voilà. Et il parlait beaucoup avec Wittgenstein. Norman Malcolm, qui est un disciple de Wittgenstein et son biographe, écrit ceci. Il y a cette anecdote qui a trait à la façon dont Wittgenstein en vint à abandonner sa première conception du langage. Wittgenstein eut au sujet du Tractatus Logico-Philosophicus de fort longues discussions avec un professeur de sciences économiques de Cambridge, Piero Sraffa. Un jour, où ils avaient pris le train ensemble, Wittgenstein insistait sur le fait que la proposition et la réalité, la proposition de langage et la réalité qu'elle décrit, doivent avoir la même forme logique, la même multiplicité logique. Sur quoi Sraffa fit un geste qui sert aux Napolitains à exprimer un sentiment de réprobation, tapotant de la main ouverte la pointe de son menton. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Et ça, vous savez quelle est la forme logique de ça ? Il n'en fallut pas plus pour que Wittgenstein doutât désormais du bien fondé de sa conception. Dans la bibliothèque d'Abbey Warburg, ici c'est une photo de Hambourg, mais aujourd'hui ça se trouve à Londres, ça se trouve au dernier étage. Il y a tout un pan de mur sous la cote DAC.
c'est un ensemble énorme de livres consacrés, si l'on suit les indications de Warburg, à l'histoire de la psyché. Donc à l'inconscient, aux rêves, aux symptômes, à la psychopathologie, aux émotions. Et dans le même ensemble, vous avez un trésor de livres consacrés à l'histoire des gestes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Merveilleux. C'est un trésor où vous pourriez passer toute votre vie, au milieu duquel se trouve un ouvrage qui a beaucoup servi d'incitation à Warburg, un ouvrage du XIXe siècle dû à un chanoine napolitain qui s'appelait Andrea de Jorio, D-E, plus loin, J-O-R-I-O, Andrea de Jorio. Très très grand érudit en matière d'antiquité classique, et le livre était intitulé La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, la mimique des anciens recherchée dans les gestes des Napolitains. Andrea de Jorio, c'était donc un érudit. Il étudiait la représentation des gestes des dieux et des héros antiques sur les peintures de vases et sur les bas-reliefs de cette immense et extraordinaire collection qu'on peut voir encore aujourd'hui d'antiquités du musée de Naples. Pour aller au musée, il traversait les ruelles misérables. Un peu, c'est la même histoire que Edward Tyler à Mexico, qui traverse la ville pour aller à la bibliothèque, pour aller voir des manuscrits précolombiens, une mathématique précolombienne qui était plus du tout en usage comme il croyait, et puis en traversant le marché, il voit une vieille femme qui vend des tissus en utilisant cette mathématique-là. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il traverse Naples et il a l'impression que les gestes du peuple, donc il travaille sur les gestes des dieux et des héros, et puis il voit que les gestes du peuple, ce qu'on appelle en italien le popolo minuto, la plèbe napolitaine, présentait à ses yeux les mêmes caractères exactement. Bon, observation ou hypothèse. En tout cas, l'hypothèse est extraordinaire. Elle a fasciné Warburg, comme plus tard, elle a fasciné l'anthropologue Ernesto De Martino, et comme elle a fasciné le poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini. C'est une hypothèse de survivance. Les gestes se seraient mystérieusement transmis depuis, non pas les dieux antiques, mais les images des dieux antiques, bien sûr, à de pauvres contemporains qui n'avaient évidemment ni le temps, ni peut-être l'envie d'aller visiter au musée les antiquités grecques et romaines. Donc cette hypothèse de survivance va de pair avec une hypothèse de déclassement. Je veux dire par là, déclassement au sens de Georges Bataille, c'est un concept de Bataille. Les gestes qui accompagnent sur les vases grecs les hauts faits, ce qu'on appelle en français les hauts faits des héros et des dieux, c'est-à-dire les exploits, ces mêmes gestes scandaient à présent les méfaits ou les affects des classes pauvres, voire des classes dangereuses de Naples. C'est comme si les petites gens, comme si les malfrats usaient d'un jargon, ignoraient des dictionnaires en usage, mais transmettant quelque chose de l'ordre d'une survivance, et donc lisible par les seuls archéologues. En 1963, l'artiste Bruno Munari publia un petit livre magnifique
qui s'intitule Supplemento al Dizionario Italiano, supplément au dictionnaire italien, et qui est fait de photos de gestes napolitains proposés comme un hommage à la tentative de Giorgio. Les survivances sont des espèces de traditions cachées. Au sens habituel du terme, une tradition, c'est ce par quoi se transmettent des grands ensembles, des éléments qui sont fortement revendiqués de la culture. À Naples, par exemple, il y a un lieu de ce type de tradition, c'est le musée d'art antique, qui est un lieu fondamental pour cette transmissibilité culturelle-là. Mais les survivances, c'est différent. Elles se transmettent tout autrement, par des éléments ténus, mineurs, inaperçus, déclassés, désadaptés, obsolètes. C'est pour ça que des grands penseurs comme Warburg ou Benjamin s'intéressent tellement aux choses qui ont l'air anachroniques ou obsolètes. Voilà. Par exemple, une interjection. Aïe. Peut-être que je vous ferai une conférence sur aïe. J'avais déjà travaillé là-dessus. Une interjection dont on ne reconnaît plus le sens, parce que linguistiquement, c'est passé dans les sous-sols d'un temps qui est désormais clandestin. Voilà, on a constamment besoin de ces suppléments au dictionnaire dont parlait si bien Bruno Munari, l'artiste. Et bien c'est pareil pour certains gestes. Ils ont perdu leur contexte, ils ont perdu leur sens, on ne sait plus ce qu'ils représentent, on sait bien qu'ils représentent un affect, mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas où ça va. Il est évident que dans les rues de Naples, un ragazzo ne se prend pas pour Achille ou pour Hector. Il s'en fiche complètement. Mais ces gestes, à lui, au ragazzo, n'ont pas perdu d'une certaine puissance. Ils ont gardé une certaine puissance. Ils ont transmis une certaine puissance au double sens d'intensité et de potentialité, c'est-à-dire une capacité à véhiculer cette intensité et avec elle une certaine teneur d'affect ou d'émotion que chacun ressent bien lorsque ces gestes nous apparaissent soudain dans une sorte d'étrangeté ou de décalage par rapport aux usages codifiés où ils font effraction. Les gestes déplacés, c'est des gestes qui nous déplacent, nous. Et ils sont déplacés parce qu'ils sont liés à une émotion. Ce sont des gestes émus. Du coup, ce sont des gestes émouvants. Et déjà, pour cette raison qu'ils viennent d'un ailleurs temporel et qui nous attire, qui nous emmène vers cet ailleurs, hors de toute contemporanéité illusoire. Alors cet ailleurs temporel, c'est-à-dire le fait que, je commence par cette idée que les faits d'affect, c'est très 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 ancien, c'est au-delà de nos transmissibilités habituelles. Cet ailleurs temporel est immense et multiple. Je vais vous en proposer un exemple que cette fois-ci je vais essayer de traiter un peu plus précisément. Là pour l'instant je suis allé très vite. Il n'y a pas longtemps, j'en ai esquissé quelque chose au Centre national de la danse, mais là je vais essayer d'approfondir. C'est ça. C'est une très ancienne histoire. C'est il y a très longtemps. C'est un événement. On ne peut pas dater l'événement avec précision. On pense que cet événement remonte à environ 35 000 ans. Quel événement? Quelqu'un, dans une grotte tortueuse, ouverte au flanc d'une falaise,
c'est-à-dire assez difficile d'accès. Ce quelqu'un prend une décision dont nous ne pourrons sans doute jamais saisir l'entière signification. C'est un geste simple et radical, suivi d'une opération technique et figurale. Quelqu'un, donc, pose sa main sur la paroi rocheuse, puis y projette, peut-être avec son souffle, un halo de pigment rouge. Puis, il ou elle retire sa main de la paroi et donc apparaît une empreinte, ce qu'on appelle une main négative. Les doigts bien écartés. Et évidemment, dès lors que ça se trouve sur la paroi il y a 35 000 ans et que ça y est encore aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir l'impression que ça nous fait signe. Ça fait signe. Tout visiteur qui arrive dans cet endroit obscur rencontre ça et ça lui fait signe. Évidemment, c'est une main. Le contour qui est tout près, en noir, au charbon de bois, a été identifié par les paléontologues, en toute hypothèse, mais comme une figure partielle de corps animal, peut-être un mammouth. Ça se trouve à la grotte Chauvet, qui est donc 15 000 ans, je crois, plus ancienne encore que la grotte de Lascaux, où on avait dit, voilà, la naissance de l'art, c'est Lascaux. Quand on a découvert la grotte Chauvet, on était stupéfait de voir des choses aussi extraordinaires, encore plus anciennes. Cette grotte Chauvet, elle a émerveillé ses découvreurs par l'extraordinaire qualité esthétique de ses peintures pariétales. D'autant plus, je répète, que sa datation faisait reculer de 15 000 ans ce qu'on avait pu nommer à Lascaux la naissance de l'art. Je ne vais pas parler des figures animales, etc. Je parle de ces types d'empreintes. Des mains, dans les cavernes paléolithiques, on en trouve de deux types, c'est très connu, soit positives, soit négatives. Positive, c'est quand vous enduisez la main de pigment et vous la posez sur la paroi. Négative, c'est quand le pigment est diffusé tout autour et laissant la forme de la main en réserve, comme on en voit ici à droite. Ces empreintes dans la grotte Chauvet, pour parler d'elles, mais il y a plein de sites préhistoriques avec ces fameuses mains. Mais Chauvet est exemplaire parce que c'est vraiment très ancien, sont disséminés en 8 endroits du complexe souterrain. Elles sont associées soit à des figurations animales, comme c'est presque toujours le cas, soit à des ponctuations, ce qu'on appelle des ponctuations, faites avec des doigts ou avec la paume de la main. La plupart du temps, qu'elles soient négatives ou positives, elles utilisent du pigment rouge. Un préhistorien, Claude Barrière, écrivait avec une ironie, à mon avis, inconsciente, à propos de ces mains négatives. Et il s'agissait des mains de Gargas. Ici, c'est la grotte de Gargas. Il disait « Ces mains ont soulevé bien des problèmes. » Oui. Alors, qu'est-ce qu'elles soulèvent? Pourquoi tant de mains? Pourquoi certains doigts sont-ils repliés ou mutilés? Une empreinte de main sur une paroi de caverne, je reviens à celle-là donc, elle fait signe.
Accordons-nous là-dessus. Elle fait signe. La question c'est, est-ce qu'elle fait un signe? Est-ce qu'elle construit un signe? Est-ce qu'elle fait un signe pour autant? Un signe, c'est quoi? Quelque chose qui serait intrinsèquement stable et lisible. La main fait signe, mais la main, on peut douter qu'elle fasse un signe. Ou alors tout dépend de ce qu'on veut entendre par le mot signe. Alors, on va aller un peu plus loin. Dans son très grand livre intitulé Préhistoire de l'art occidental, André Leroi-Gourhan inscrivait les empreintes de main dans tout un répertoire de signes. Alors c'est un livre fabuleux, fascinant, avec beaucoup de tableaux des différents signes trouvés sur les parois. Il y a les signes féminins, il y a les signes masculins, il y a les signes couplés. Et la question avec les mains négatives, c'est toujours de savoir, est-ce que ce sont de simples ponctuations ou bien ce sont des signes ou même des signatures péremptoires? Est-ce que c'est par exemple un geste d'appropriation à l'égard des animaux représentés et qui relèverait par conséquent d'un code de la chasse? Par exemple, la main, si tu acceptes l'idée que c'est un mammouth, alors la prochaine fois j'aurai le mammouth, ou j'ai eu le mammouth. Est-ce que ces mains témoignent d'autres dimensions de la vie collective? Par exemple, des rites d'initiation? Question, il n'y a que des points d'interrogation. Les questions en question ont été reformulées dans les travaux ultérieurs de Leroi-Gourhan. Elles ont engagé tout un débat d'interprétation sur ces fameuses mains négatives en tant que signes. Vous avez par exemple le livre de Jean Clotte et David Lewis Williams. Je vais essayer de vous retrouver le titre exact. Donc à chaque fois que vous avez un désir que je vous donne une référence, vous me le demandez. Je les ai toutes sous les yeux, il faut juste que je les retrouve dans le dédale. Mais Jean-Claude et David Lewis Williams, le livre s'intitule « Les chamans de la préhistoire, trance et magie dans les grottes ornées ». C'est paru au Seuil en 1996. Bon, c'est un livre très important où est développée une hypothèse très précise sur la dimension magique et chamanique inhérente aux grottes ornées en tant que lieu cultuel de la préhistoire. Ces grottes seraient des lieux cultuels. Donc pour ces deux auteurs, Jean-Claude très important, c'est un grand préhistorien, enfin les deux, la fonction de ces mains en particulier et en général de ce qui se passe sur ces parois est d'ordre sacramentel et non pas simplement significative. Ce type d'image, affirme-t-il, cette image, ce que vous voyez là, moi je vais dire spontanément, tiens, c'est une image. Eux, ils ne sont pas d'accord. Clotte et Lewis Williams écrivent « Cela pourrait en fait ne pas être une image du tout. Surtout pendant les périodes les plus anciennes du Paléolithique supérieur, des empreintes de main ont été tracées en plaçant la main et parfois tout l'avant-bras contre la paroi rocheuse, puis en soufflant la peinture, peut-être directement avec la bouche, sur la main et tout autour. Ok. La main enlevée, il restait son contour en négatif. Une description du processus. Explication souvent avancée, je continue ma citation. Ils créaient là des dessins de leurs mains, dont certaines avec des doigts incomplets ou manquants, qui seraient autant de signatures individuelles. Signature est entre guillemets. Nous suggérons, disent donc Clotte et
Lewis Williams, une explication différente, qui prend en compte les observations déjà faites sur la signification des parois elles-mêmes. Ce serait l'acte de couvrir la main et les surfaces immédiatement adjacentes d'une peinture, souvent rouge, parfois noire, qui serait important. Ainsi, les protagonistes auraient scellé dans la paroi leurs mains ou celles des autres, les laissant disparaître derrière ce qui était probablement une substance rituellement préparée, sans doute chargée de pouvoir, plutôt qu'une peinture dans notre acception du terme. Ce pigment, c'était peut-être une substance sacramentelle. Ce qui importait le plus alors, ce n'étaient pas les empreintes laissées sur la paroi, mais l'instant où les mains étaient invisibles. À Gargasse, ce rite de sceller les mains avait parfois lieu dans les concavités de la roche. Comme les fragments d'os dans l'aine, ces mains pénétraient dans le monde spirituel caché derrière le voile de la pierre, établissant une relation intime entre les protagonistes et le monde caché des esprits. Cette interprétation des mains négatives paléolithiques nous aide à comprendre les taches et autres marques peintes sur les parois des cavernes. Il ne les peignait pas, entre guillemets, peignait. Non, ce qu'il faisait, c'était déposer une substance spirituellement chargée de pouvoir, la peinture rituellement préparée, sur des surfaces situées profondément dans le monde du dessous. Ce que les gens du XXe siècle étaient tentés de juger comme des marques négligeables et sans relief avait vraisemblablement un impact spirituel et émotionnel énorme pour les paléolithiques, émotionnel, il ajoute, qui les réalisaient et pour ceux qui les virent. Fin de citation. Cette hypothèse a, à mon avis, une grande vertu et une grande faiblesse. La vertu, c'est évidemment de souligner la performativité que supposent les empreintes de mains paléolithiques. Ce sont des gestes techniques, figuraux, rituels, pourquoi pas, pour des croyances, pourquoi pas, dont, d'ailleurs, nous ignorons tout. Ça, c'est la vertu. La faiblesse, me semble-t-il, c'est de séparer des choses ou des domaines d'intelligibilité selon un bon sens qui est tout moderne, qui est positiviste, je dirais. Dire que les empreintes ne sont pas des images parce qu'elles sont des actes, ça relève d'un préjugé théorique complet. Déjà, par exemple, je vous rappelle, Jean-Paul Sartre écrivait dès 1936 « L'image est un acte et non pas une chose ». C'est évident, c'est tellement évident. Et puis jusqu'à aujourd'hui, l'école d'histoire de l'art, disons, animée par le grand historien de l'art allemand Horst Bredekamp, théorie der Bildakt, l'image comme acte, ont montré la limite de cette séparation entre image et acte. Une image, c'est toujours un acte. Donc, il me semble conjectural et même inutile de séparer le geste et le résultat. Le geste, couvrir la paroi avec la main, oui, c'est très très important. Et le résultat, c'est-à-dire une image de la même main, une image en négatif, c'est tout aussi important. Je dirais même, c'est la même chose. C'est le même phénomène. Il est biface, ce phénomène. Ou bien, c'est tout à fait, je pense, inutile de séparer la surface physique, c'est-à-dire la paroi rocheuse, du monde spirituel caché derrière le voile de la pierre. Il est spirituel déjà, il n'y a pas besoin qu'il soit derrière. Le fait que le spirituel soit derrière, c'est là aussi, c'est très moderne, c'est pas du tout...
Voilà, essayons de penser les choses ensemble, puisqu'il entre dans la nature même de toute empreinte, d'ailleurs, d'aller et venir constamment entre ce que cela offusque, c'est-à-dire ce que cela cache. Quand vous posez la main sur la paroi, vous cachez la paroi. Quand vous mettez votre pied sur le sable, vous cachez cet endroit du désert. Vous le cachez. Et puis c'est quand vous enlevez votre pied qu'il va y avoir une empreinte qui va être visible. Donc, une empreinte va et vient entre ce moment d'invisibilité que produit le contact. Le contact, c'est évident que si je mets quelque chose, si je mets ma main sur mon nez, vous ne voyez plus mon nez. Voilà. Et ce que cela donne, dans le cas de l'empreinte sur la paroi, ce que cela donne dans le visible, une image, pour toute la durée qui va suivre le moment du contact. Le roi Gourand, bien avant Clotte, dans son livre, dans ses notes sur l'art pariétal qui ont été publiées à part, qui datent des années 1970-1982, qui sont, je crois, les notes liées à ses cours au Collège de France, était très sensible à ces paradoxes sémiotiques et stylistiques des empreintes de main dans les grottes ornées de la préhistoire. Il écrivait « La main négative représente un ensemble de questions qu'il n'est pas sans intérêt de soulever car on s'aperçoit finalement qu'aucune étude critique de l'ensemble n'a encore été faite. » Fin de citation. La question, elle est la suivante. Ces mains font signe. Quel genre de signe ? Est-ce que c'est ce que le roi de Gourand nomme des signes pleins, c'est-à-dire explicites, univoquement significatifs ? Sa réponse, elle est évidente, elle est non. Ce ne sont pas des signes pleins. Ensuite, il va falloir constater un autre paradoxe. C'est qu'une empreinte de main ne porte aucun critère de style ou d'exécution caractéristique. C'est un problème pour souvent les historiens, quand il y a une empreinte de main, on ne sait pas si elle est très récente. Au premier coup d'œil, on ne peut pas savoir si elle est très récente ou très très ancienne. Ce que les Italiens, depuis la Renaissance, nomment la main ou la manière, c'est-à-dire le style propre qui permet de reconnaître que c'est Michel-Ange, c'est-à-dire de dater un style. Justement, là, dans la main, on ne trouve pas. Toutes les empreintes de main se ressemblent de façon indépendante du style ou de la manière. Le roi Gourand écrit « Les mains pourraient être de toutes les époques et comporter des arrière-plans idéologiques tout différents. C'est pourquoi je ne considère pas la question comme résolue. » Donc, grande prudence de le roi Gourand, prudence qu'on retrouve chez un préhistorien contemporain, qui est Jean-Paul Demoule, dans son livre intitulé « Naissance de la figure », qui est un livre sur l'art préhistorique, très beau, qui est en livre de poche, je crois, et où on voit que Jean-Paul Demoule est très, très, très prudent dans son interprétation des mains négatives dans les grottes ornées. Je vais lentement vers la question de ce qui a été affecté et de ce qui affecte. Mais on va poser la question différemment, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. L'empreinte de main à la grotte Chauvet fait signe. Bon, disons que ça fait signe. Quiconque entre dans la caverne, allume une torche, découvre le monde figural en écarquillant les yeux, tout à coup il voit cette main, ça lui fait signe. Ne serait-ce que parce que cette main, elle a exactement
elle est à sa hauteur et elle a son échelle. Si vous voyez un mammouth dessiné sur 70 cm, vous savez que c'est une image de mammouth. Enfin, je veux dire, c'est une représentation, c'est clairement ça. Si vous voyez une main qui est vraiment à votre hauteur et qui a votre taille, la taille de votre main, eh bien, elle vous fait signe d'une autre façon. Donc, elle s'adresse. La main s'adresse à celui qui entre dans cette grotte. Est-ce que pour autant, elle signifie ceci ou cela? Cela n'a rien d'évident. Il faut donc faire une différence entre faire signe et faire un signe, entre faire signe et la signification. Cette distinction, elle a l'air oiseuse comme ça, peut-être, à vos yeux au départ. Pourtant, elle se fonde sur une profonde différence d'approche. D'abord, c'est une différence d'approche qui sépare, je dirais, la phénoménologie du sens. Alors, en français, c'est magnifique, c'est ambigu. Enfin, c'est ambigu, c'est polysémique. Le sens, je veux dire, le sens, signification, et le sens, le sensible. Et tout effort pour essayer d'objectiver telle ou telle signification des objets culturels. Iconologie, tout dépend comment on pratique l'iconologie, l'iconographie. Vous voyez qu'il y a une sorte de bifurcation interne qui se passe au niveau de ce que c'est qu'un signe ou un faire signe. Alors il se trouve que probablement le plus grand linguiste des dernières 150 années en France, à part Saussure, qui n'était pas français d'ailleurs, mais c'est Émile Benveniste, le grand linguiste Émile Benveniste. Dans les dernières années de son travail, c'est-à-dire entre 1967 et 1969, cette différence entre une signification bien reconnue, objectivée, et faire signe a émergé progressivement, puis très fortement. Et malheureusement, Benveniste n'a pas eu l'occasion de la développer pleinement. Il a eu, je crois, un AVC. Il est devenu paralysé. Il est devenu aphasique. Et il est mort des années plus tard, aphasique. C'est incroyable. Mais dans ces dernières années de travail, il tentait d'ouvrir plus largement les perspectives jusque-là établies et développées par lui-même de la linguistique saussurienne. Comment il procédait? Un de ses outils, assez, je dirais, discret, c'est la phénoménologie de Husserl. Husserl avait un concept fondamental sur lequel peut-être je reviendrai un jour, mais il faudra du temps. C'est difficile, c'est l'intentionnalité. Pour Husserl, il y avait une intentionnalité dans toute émotion. Chez Benveniste, il y a une notion qui est nouvelle, qui est la notion d'intenté. C'est l'intention. Intenté, ça veut dire qui relève d'une intention. Donc Husserl est quelque part par là. Ce que Benveniste cherchait, c'était une sémantique, comme il l'appelait, capable de faire bifurquer l'analyse sémiologique, comme il disait, standard, du côté de l'expérience, du côté de l'action, comme il disait aussi.
Et tout ce qu'il disait là se trouve dans son texte de 1967 qui s'intitule « La forme et le sens dans le langage ». C'est dans le 2e volume des problèmes de linguistique générale. La recherche de Benveniste à ce moment-là explorait les confins de la linguistique de façon extrêmement exploratoire, du côté de la philosophie, du côté de l'anthropologie, et ça a occupé toute une partie de ce qui a été à la fin publié sous le titre « Dernière leçon » au pluriel, professée par lui au Collège de France en 1968-69. Et cette attaque cérébrale qu'il a subie et qu'il a laissée aphasique, 69, il est mort 7 ans plus tard. Il est resté 7 ans comme ça. Dans ces dernières leçons, dans cette édition, vous avez une très belle préface qui est rigoureuse, théorique, mais en même temps émouvante, justement, de Julia Kristeva. Elle rappelle que le cheminement théorique engagé par Benveniste avait consisté en fait à dépasser la problématique de la signification vers celle plus large, plus profonde, de la signifiance. C'est un mot très Kristeva, c'est un mot très Lacan, et c'est un mot très année 1960, en général. La beauté de l'approche de Benveniste, c'est que pour aller vers cette façon nouvelle, plus large, de comprendre ce que c'est faire signe, il s'est adressé immédiatement à la poésie. Ça passe par une interrogation poétique, ça passe par une écoute, une relecture passionnée des poèmes de Baudelaire. La signifiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dédouble et elle ouvre tout ce qu'on peut attendre d'une signification. Et cette dimension poétique, elle, non par hasard, elle aboutissait, dans le discours même de Benveniste, à quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que ça aboutissait au fait que pour comprendre ce qu'il en est du faire signe, y compris dans le langage, il faut s'en remettre à une dimension esthétique. Vous trouvez un commentaire de ça dans le livre de Gérard Desson, D-E-2-S-O-N-S, qui a édité des textes de Benveniste, qui s'intitule « Émile Benveniste, l'invention du discours ». C'est-à-dire que l'ouverture conceptuelle concernant cette idée de faire signe, il lui fallait cette dimension esthétique. Qu'en est-il de cette puissance mystérieuse, de cette signifiance? C'est quoi la signifiance par rapport à la signification? Benveniste lui-même, pour conclure son essai de 1967, dont je viens de vous parler, la forme et le sens dans le langage, a recours, à la fin de son texte, à une citation très fameuse, en tout cas chez les philosophes, pas chez les linguistes, mais chez les philosophes, d'un fragment d'Héraclite. Je lis le texte de Benveniste. Et voici, donc c'est la fin de son texte, et voici que se ranime dans notre mémoire la parole, limpide et mystérieuse, du vieil Héraclite, qui conférait au seigneur de l'oracle de Delphes, donc Apollon, l'attribut que nous mettons au cœur le plus profond du langage. Ute legei, ute cryptei.
il ne dit ni ne cache. Allah semainei, mais il signifie. C'est comme ça qu'il traduit là. Fin de citation. D'abord, dans la citation de Benveniste, vous avez remarqué qu'il dit de cette phrase d'Héraclite, de ce fragment, qu'il est limpide et mystérieux. Magnifique. Ça dit déjà beaucoup. Mais c'est vrai que cette phrase, elle peut s'entendre en toute évidence, mais qu'elle peut s'entendre aussi en toute obscurité. Mais comme beaucoup de choses, il n'y a rien de plus évident que cette main. Vous en conviendrez. Mais il n'y a rien de plus mystérieux aussi. L'édition magnifique des fragments d'Héraclite aux éditions de Minuit par Jean Bollack et Heinz Wissmann traduit d'une autre façon et commente ainsi ce mélange dont toute signifiance est constituée. La traduction est différente, mais l'idée est exactement la même. Je cite Bollack et Wissmann. Équivoque, la parole oraculaire semble rester en deçà d'une affirmation déterminée, véridique ou mensongère. Je veux dire, normalement, si vous vous adressez à un devin, à une voyante, vous dites, bon, elle va me quitter ou on va se retrouver. C'est oui ou non. Là, ça n'a rien à voir. Là, la parole, elle est plutôt d'ordre prophétique. C'est au-delà du véridique ou du mensonger. Je continue la citation de Bollack. En fait, elle transcende l'opposition. Elle échappe à l'alternative. Le discours divin ne dit ni ne cache. Parce qu'il dit et cache, indiquant par ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Le discours delphique, donc, signifie, donc entendons-le au sens de la signifiance, sans ordonner. C'est beau ça. Souvent on vous dit je te signifie ton congé, mais là non. Il y a une signifiance qui se dit et qui n'ordonne rien. Indique sans pousser à l'exécution. Guide sans être guide. Et voilà eux comment ils traduisent semainen, le verbe semainen, ils traduisent par indiquer et non pas par signifier. Le verbe semainen, indiquer, répond à l'attente ouverte par les deux négations. Le Dieu fait comprendre sans faire connaître. Il révèle sans désigner ni expliquer. Toute parole vraie laisse émerger le non-être qui la constitue en le désignant à l'intérieur d'elle-même comme le dire d'un non-dit. Fin de citation. Revenons à la main négative. Elle nous fait signe. Elle relève peut-être bien d'une dialectique semblable de la signifiance. Elle est limpide, elle est mystérieuse, elle est équivoque, mais elle n'est pas mensongère. Elle indique. Est-ce qu'elle ordonne ? Plus maintenant en tout cas. Elle est immédiatement compréhensible et elle n'est absolument pas explicable si vous cherchez à donner une explication. Alors, comment l'aborder ? Comment l'approcher ? Peut-être justement en convoquant cette dimension que Benveniste, concernant le langage, à la fin de sa vie, nommait peut-être une poétique. Une poétique, c'est embêtant parce qu'il n'y a pas de langage justement ici. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien à lire. Il y a juste une image obtenue par empreinte. Le recours pourrait éventuellement venir d'une anthropologie, non pas capable de résoudre l'énigme
C'était toute la discussion que j'ai pu avoir avec l'idée d'une iconologie en général en histoire de l'art, entendue comme résolution d'énigmes. Non, 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 on ne va jamais résoudre l'énigme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas démasquer la véritable signification. C'est plus possible. On va essayer de situer la signifiance de cette main négative dans une problématique qu'évidemment je choisis. C'est un point de vue, c'est une hypothèse, c'est une prise de position. Une problématique que Aby Warburg, j'imagine, aurait commencé par aborder sous son angle à lui. C'est gestuel, c'est certainement social, c'est rituel sans doute, c'est psychique, c'est physique, c'est psychique, c'est tout ça. Bref, c'est une pathos formelle, c'est une formule de pathos au sens de Aby Warburg. Reprenons. Quelqu'un pose sa main sur une paroi et transforme ce simple geste, par le biais de la technique de soufflage, éventuellement pigmentaire, en une image, qui, elle, pour une durée absolument considérable, 35 000 ans, fait signe désormais à toute personne qui s'aventure dans la grotte. Dès le départ, cette main fait signe. À qui fait-elle signe? Qui sont les destinataires de ce geste? On peut tout imaginer. Elle fait signe vers l'animal esquissé juste à côté? Peut-être. Elle fait signe à la paroi de la grotte? Peut-être. Elle fait signe à une dimension sous-jacente ou transcendante, comme pensent Claude et Lewis-Williams? Peut-être. Elle fait signe aux hommes et aux femmes qui ont été habitués du lieu, ou qui ont habité le lieu, ou qui sont passés par ce lieu? Peut-être. Elle fait signe aux animaux, parce que les animaux, vous savez, dans cette grotte, ils séjournaient aussi. Les ours venaient dormir venaient hiberner dans la grotte Chauvet. Donc on a retrouvé Donc cette grotte, elle appartenait à tout le monde, elle appartenait aussi aux animaux. Elle fait signe aux animaux? Peut-être. Aux étrangers? Peut-être. Elle fait signe au protagoniste lui-même du geste? Peut-être. La question est insoluble, elle demeure. Mais le geste même supposait bien que l'on avait voulu, on voulait pouvoir le faire, on pensait le faire. Alors petit à petit, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a un pathos qui est celui de faire ce signe avec la main. Il faut repartir du mouvement, en fait. Du mouvement de la main en tant que possibilité anthropologique. On va encore aller assez lentement. André Leroi-Gourhan a essayé de modéliser ce mouvement de la main en tant que possibilité anthropologique. Cela, vous le trouvez dans les 2 volumes dont se compose ce livre magnifique qui s'intitule « Le geste et la parole ». D'ailleurs, l'ouvrage a été élaboré exactement en parallèle à la grande préhistoire de l'art occidental. Leroi-Gourhan part dans ce livre de données paléontologiques et aussi d'observations neurophysiologiques. C'est-à-dire qu'il pose la question, comme tous les paléontologues, anthropologues, de la question de l'hominisation. Alors bien sûr, l'hominisation, en général, on l'aborde sous l'angle de la station debout. Ce qui fait homme, c'est d'être debout. Mais lui, il va beaucoup plus loin et c'est très, 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 très intéressant.
il établit un rapport entre le mouvement de la main et la forme du visage. C'est par une certaine modalité des mouvements de la main que les crânes des différents animaux ont une certaine configuration. C'est le rapport main-visage qui tout à coup apparaît. Le mouvement du corps dans la marche humaine se développe dans un rapport fondamental à la main tendue. Un des gestes fondamentaux dans l'hominisation, c'est le fait d'attraper un fruit sur un arbre. Or, selon le roi Gourand, c'est magnifique comme hypothèse, c'est pas du tout intuitif comme ça. Selon lui, le développement de ce geste de la main ne va jamais sans une action combinée d'un mouvement du visage. Alors ça aurait beaucoup plu à Lévinas. C'est complètement ce rapport entre l'autre objet ou l'autre visage et le rapport entre tendre la main et avoir un visage. Songez aux souris. Les souris, quand elles trouvent un petit bout de fromage, elles ne tendent pas la patte. Pas du tout. Les rongeurs, ils vont d'abord avec leurs petites dents et puis ensuite ça fait comme ça. Tandis que les primates, ils prennent de loin et ensuite ils amènent à la bouche. Il y a deux comportements complètement différents. Je cite le roi Gourand. Vous voyez ce que je vais dire ? À l'inverse des rongeurs qui, de manière presque exclusive, saisissent ou palpent d'abord par préhension labio-dentaire, les primates font intervenir d'abord la main. Cette inversion du rapport main-face pour une série d'actes qui ne sont pas foncièrement différents de ceux qu'effectuent les rongeurs à main préhensive suffit à isoler les primates du reste de tous les autres mammifères. Elle amorce les voies du comportement opératoire de l'homme. Le processus, donc, d'hominisation tel qu'il est décrit dans le geste et la parole, c'est celui au carrefour duquel, me semble-t-il, nous fait signe cette main négative. C'est-à-dire carrefour d'une trajectoire qui va de la main tendue. Là, je suis le geste et la parole, je suis le développement de Laura Gourand à la constitution du langage. Parce que main, visage, langage. Le roi Gourand a cette extraordinaire phrase « La main libère la parole ». C'est parce qu'on saisit et parce que cet acte de préhension a un effet sur le visage que tout le processus langagier phonatoire se met en place selon lui. Et, bien sûr, on se rapproche de notre problème de l'affect, rend le visage expressif. Ça, c'est la première trajectoire, c'est-à-dire main, visage. Deuxième trajectoire, celle qui va de la même main à ce que le roi Gourand appelle la polyvalence technique, c'est-à-dire le fait d'utiliser des outils et d'inventer le graphisme, et d'inventer la figuration, et d'inventer les silex, et de faire des outils, et la technique, c'est-à-dire technique, techné, l'art, c'est la même chose à ce moment-là. C'est comme si la même main tendue appelait d'un côté ce que le roi Gourand appelait lui-même des chaînes opératoires de la technique et de l'art, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la main entre dans une certaine logique de ses mouvements, elle invente, à partir de l'appréhension, elle invente la technique. Et deuxièmement, chaîne opératoire d'un côté, deuxièmement, ce que le roi Gourand ne nommait pas
mais que Lacan nommait les chaînes signifiantes du langage et de la parole. Bon, bref, juste pour vous dire que tous ces aspects, technique, art, langage, esthétique, tout ça est absolument inséparable et envisagé par l'anthropologue comme les trois aspects d'un même processus fondamental de l'hominisation, suscité par la station debout et la main tendue, couplée au mouvement de la face. La main se tend et le visage, peut-être on pourrait dire, découvre l'expression. On pourrait dire un truc comme ça. Évidemment, le roi Gourand se réfère toujours à des... Enfin, quand il fait une hypothèse, c'est toujours étayé par un nombre extrêmement nombreux de faits, et c'est beaucoup plus... ça a des incidences philosophiques considérables. Ce n'est pas philosophique en soi, si vous voulez. En revanche, il y a un philosophe, il y a quelqu'un qui a envisagé tout ça de façon beaucoup moins paléontologique et beaucoup plus philosophique, mais dans le même ordre d'idées et qui va nous aider à faire un pas de plus pour comprendre ça. Le pas de plus, ça va être de dire que quand une main se tend, elle se tend vers l'impossible. C'est ma proposition. Elle se tend vers l'impossible. Celui qui a initié peut-être cette compréhension, c'est Georges Bataille, avec sa notion d'impossible. Georges Bataille, depuis les années 1930, développait une anthropologie qui d'ailleurs l'a amené dans les années 50 jusqu'à la grotte de Lascaux. Donc je répète, c'était plutôt une anthropologie philosophique et non pas scientifique au sens strict du terme. C'était une anthropologie psychique, littéraire, poétique, mais résolument matérialiste. Elle partait de spéculations qui avaient été éprouvées intimement et aussi, écrites littérairement par Bataille sur l'intensité de la signifiance dans les gestes humains les plus simples, comme les plus extrêmes. Il y a beaucoup de gestes extrêmes chez Bataille, tout le monde le sait, mais il y a aussi des gestes très très simples. Par exemple, il parle très souvent des éclats de rire, des gens qui éclatent de rire. L'anthropologie de Bataille se situait clairement, explicitement, du côté d'Héraclite. Donc, loin de toute élucidation positive des significations de la culture. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'elle continue de nous dire beaucoup de choses sur ces mains tendues de la préhistoire. En même temps, elle nous dit beaucoup de choses et en même temps, c'est très très peu de choses. C'est modeste, c'est très modeste au fond. La vertu inestimable de ce que nous apporte Bataille sur ce type de problème tient au fait que l'anthropologie développée par Bataille parvenait à respecter le caractère à la fois limpide et mystérieux des gestes humains en général et en particulier des gestes humains intenses. La puissance de ce que dit Bataille, si vous voulez la juger sur sa valeur explicative, il va vous décevoir assez vite. Mais
il y a quelque chose chez lui, comme une évidence, sans fond, très simple, constamment répétée, et qui est évidemment, donc c'est là où, bien sûr, il y a un rapport très très fort avec la psychanalyse. C'est que quand Bataille joue par exemple sur les mots dans l'expérience intérieure, il dit « j'existe ». Puis 2 lignes plus loin, il dit « j'exige ». J'existe, j'exige. C'est quelqu'un qui assume l'existence comme désir, c'est-à-dire comme main tendue vers, mais il précise de façon très à votre choix, romantique, surréaliste ou psychanalytique. Enfin, la main, elle se tend toujours vers l'étrangeté, l'étrangèreté et finalement l'impossible. Voici par exemple une image qui se trouve dans Les larmes d'Eros. Voici une image qui se trouve aussi dans Les larmes d'Eros, mais que j'ai fait un recadrage et je vous l'ai mis en couleur. C'est un célèbre tableau de Bronzino. Quel pathos! Selon quel pathos la main se tend-elle vers vers ce que le désir lui fait faire de façon rythmique, dans l'approche et dans le retrait constamment. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a la systole de la lutte à mort, de la guerre, de la cruauté, sur laquelle insiste toujours Bataille de façon très hegelienne, et la diastole, on pourrait dire, du désir, de l'érotisme, mais aussi de l'amitié, par exemple. Il n'y aurait donc pas du tout une seule signification ou une seule politique de la main tendue. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 2, et elles sont contradictoires. Elles sont souvent nouées, elles se débattent l'une avec l'autre, souvent. Et on se demande alors, à ce moment-là, vous tendez la main, vers quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous désirez, mais pourquoi? Dans quel futur? Au-delà de la main, il y a ce que la main désire. Ok, mais alors, c'est pas du tout pareil de prendre un fruit sur un arbre. D'ailleurs, ça, c'est pas du désir, c'est la faim, c'est du besoin, c'est d'ailleurs pas toujours facile d'attraper un fruit sur un arbre. Mais bon, c'est objectif en tout cas. Mais prendre un esprit, prendre le pouvoir, prendre le désir d'autrui, ça, c'est une toute autre affaire. Et c'est ce qui fait que la main, souvent, se tend vers des fruits impossibles. Du coup, j'ai l'impression, entre Lascaux, la préhistoire, et ce qui est l'histoire de l'érotisme, Les larmes d'Eros, c'est le dernier livre de Bataille. Donc, comme si c'était toute sa vie de pensée, se dirigeait vers cette espèce d'anthropologie de la main tendue qui désire toucher l'impossible. Quelquefois, qui touche la bordure de l'impossible. Mais ce que désire toucher la main, c'est l'impossible. C'est une anthropologie
très très particulière. Elle, comme je l'ai dit à l'instant, elle doit beaucoup à la pensée de Hegel, elle doit beaucoup à la psychanalyse, elle doit beaucoup aussi à l'anthropologie de Marcel Mauss. Vous trouvez ça dans le livre La part maudite, vous trouvez ça dans Les limites de l'utile, des fragments de 1939 à 1945, où il s'agissait à chaque fois de contester dans tous ces mouvements, en particulier de la main, mais dans tous les mouvements en général liés à la question du désir, de contester le critère de l'utilité, le critère du besoin, le critère de l'adaptation. Non, il y a beaucoup, pour rendre compte des faits sociaux, culturels, des faits psychiques, il faut aller au-delà de tout ça, bien sûr. Les critères du besoin, de l'adaptation, de l'utilité existent, bien sûr, c'est évident. L'anthropologie évolutionniste n'est pas fausse intégralement, elle décrit des phénomènes. Simplement, elle est complètement limitée au fait que la main ne se tendrait que pour prendre quelque chose et pour le saisir. Et il faut observer aussi l'importance du mouvement inverse. C'est ça que veut faire Bataille contre cette anthropologie de l'appropriation. La main, c'est pas seulement fait pour posséder quelque chose, c'est fait pour se tendre vers quelque chose. D'où les notions chez Bataille de la dépense et bien sûr du désir. La dépense conteste le seul critère de l'utilité. Le désir conteste le seul critère du besoin. Le déclassement qui est lié à cette notion de l'informe, etc., conteste l'idée de l'adaptation en général. C'est bien sûr aussi ce côté, surréaliste, bien sûr, chez Bataille, que vous trouvez dans les illustrations de ces articles de la revue Document. Celui-là qui est paru dans Document, c'est les photos de Boiffard. Donc c'est pas la main, c'est le bout du pied. C'est-à-dire il renverse toutes les choses. Mais Boiffard avait bien compris le point de vue de Bataille en faisant s'embrasser des doigts de pied et des doigts de main. Évidemment, entre les pieds et les mains, Bataille nous demande de dire que la main n'est pas seulement la noblesse de l'homme. Il faut penser aussi avec tout ce qui est bas. Et la main n'est pas seulement tendue pour prendre et capturer, mais la main est éventuellement tendue pour libérer ou pour se libérer, ou pour désirer, ou pour donner, ou pour dépenser inutilement, etc. Et ça, c'est tout le sens de cet article extraordinaire qui s'intitule « La notion de dépense », où, comme vous le voyez dans le sous-titre, Bataille entendait souligner l'insuffisance du principe de l'utilité classique dans les sciences humaines telles que l'ethnologie, la sociologie, la psychologie ou même l'économie et les sciences politiques. La main, donc, se tend aussi bien pour atteindre l'impossible que pour se donner la possibilité de prendre quelque chose. Il y a les deux. Aussi bien pour dépenser à tout va que pour servir d'instrument à l'utilité immédiate. Aussi bien pour s'inquiéter d'une chose absente que pour se rassurer d'un objet présent sous la main. Donc la main qui se tend, elle est faite à la fois pour prendre et pour perdre. C'est le point de vue de Bataille. D'où que Bataille, dans ce même article, en appelle à ce qu'il nomme le principe de la perte. Il y a une anthropologie positive, celle des besoins utiles. Là, on va superposer une nouvelle anthropologie, en quelque sorte négative, qui sera celle de la perte, où l'on doit à la fois entendre
le jeu du désir et les affres de l'angoisse. Dans le désir, la main sera aimante, joyeuse. Je ne sais pas si j'ai... Ah non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Et elle sera en fait coupable. Coupable, vous savez, c'est le titre d'un des grands livres de bataille écrits entre 1939 et 1944. Dans l'angoisse, la main sera perdue, esseulée, abandonnée. Je pense que seule Bataille aurait pu imaginer que la main négative de la grotte Chauvet pouvait aussi libérer sa force à partir de quelque chose, parce que personne n'y a pensé jusqu'à présent. Mais c'est très ça, je suppose que Bataille aurait vu ça, il aurait dit « Ah oui, bah oui, elle appelle au secours » devant l'impossible possession des êtres. Voilà. Prochaine séance, le 29 novembre. Je vous remercie beaucoup.